Donc, on va commencer, chers amis. Donc, un premier mot d'abord pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette activité bien spéciale. Je me présente Denis Dumais, donc je suis l'animateur pour la région de Montréal et aussi vice-président de l'association. Donc, c'est au nom de l'Association du Québec à Compostelle que je vous souhaite ce mot de bienvenue. On est aujourd'hui conviés à un événement bien spécial. Une activité qui invite à cultiver le regard que l'on pose sur ce qui nous entoure. Plus que jamais, dans ces instants de grande turbulence internationale, nous avons besoin de ce regard transformé qui invite à la solidarité et à la résilience. Merci à ceux et à celles qui ont initié cette récolte de moments magiques. Taline, Diego et Guy. Merci aussi à ceux et à celles qui ont osé partager ces expériences intimes. Enfin, à nous tous qui, par notre présence en ce dimanche matin, formons une communauté en chemin. Ouverture, simplicité et générosité, quelle belle illustration ce matin de ce que nous souhaitons comme association. Oui, on souhaite bien évidemment préparer le pèlerin, les pèlerines avant, pendant et après dans toutes les dimensions, mais aussi permettre à l'expérience de Compostelle de porter tout son fruit. Enraciner nos valeurs au sein de chacune de nos activités et dans la vie de ceux et de celles qui ont eu la chance de vivre l'expérience de Compostelle. La démarche entreprise il y a presque une année pour arriver en ce dimanche 27 février illustre bien, je pense, le type d'activité qui peut donner des racines à nos élans. Je nous souhaite une belle expérience de présentation de ces moments magiques. Avec maintenant, il me fait plaisir de laisser la parole à Taline et Diego qui vont nous présenter le contexte de l'expérience, moment magique, comment c'est né, etc. Donc, Taline et Diego, la parole est à vous. Merci beaucoup, Denis. Merci aussi à l'Association Québec à Compostelle pour votre accueil si chaleureux de ce projet. Et bien sûr, merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. C'était un vrai projet et travail d'équipe. Et puis, ça fait plaisir. Anne, merci d'avoir accepté d'animer. Guy, pour ta grande implication et sens d'organisation. Denis aussi, de te rejoindre à nous et d'avoir préparé un très beau PowerPoint qu'on va voir. Et Diego, toujours un plaisir d'être avec toi dans le milieu de travail aussi. Donc, aujourd'hui, c'est ça la présentation. Ça tourne autour des moments magiques vécus sur les chemins de Compostelle. On a choisi d'appeler ça moment magique parce que ça évoque des beaux sentiments, c'est poétique, mais c'est sûr qu'on aurait pu aussi appeler ça de la synchronicité, par exemple, un terme à utilisé par Carl Jung, qui simplement, ça veut dire l'occurrence simultanée des deux événements. Et puis, pour celui qui expérience ça, ça prend un sens très important. Et puis, souvent, c'est accompagné d'une émotion très forte. Et aussi, ça peut être porteuse de transformation. Alors, on peut aussi qualifier ces moments tout simplement comme des hasards, des coïncidences. Il y en a qui vont appeler ça de l'intervention divine ou une force au-delà. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le terme le pouvoir de mystère de l'univers. Alors, Diego et moi, nous avons eu la chance 2 fois de marcher sur les chemins de Compostelle. On a fait en 2016 le Camino Francés et 2 ans plus tard, on est parti sur le chemin portugais. Les 2 fois, on a eu la chance de vivre des moments magiques, mais je dirais surtout la première fois. Je vais vous parler un peu de comment le projet est né, le projet d'aujourd'hui.
c'est qu'à peu près il y a 1 an, l'association a fait une activité qui s'appelait le Carrefour des chemins, une activité Zoom. Et Diego et moi, on était des panélistes sur la partie dédiée à l'Espagne. On a témoigné de notre moment magique et Diego a eu aussi l'idée, Diego qui est illustrateur et dessinateur d'humour, il a décidé d'illustrer en vif ce moment magique. Alors, ce soir-là, quand l'événement était terminé, on parlait entre nous, on se disait, ça aurait été vraiment bien de pouvoir faire une activité comme ça avec l'association où plusieurs personnes pourraient témoigner de leur moment magique vécu sur le chemin. Et puis, on voyait ça un petit peu comme une activité très chaleureuse, comme si on aurait été autour d'un feu de camp avec un chocolat chaud. Et puis, ce qui était très spécial, c'est que le lendemain, il y a Guy Vermette, qui nous contacte et il dit, bon, il nous avait vu la veille à notre participation et que ça lui a donné l'idée de faire une présentation autour du thème de la synchronicité ou de moments magiques sur les chemins. Donc, c'était en soi-même vraiment un cas de synchronicité. Puis on s'est dit, bon, on va aller de l'avant et le faire. Ce que je veux vous dire, c'est que les histoires sont très importantes, se raconter des histoires. Peut-être vous avez des bons souvenirs quand vos parents vous lisaient, quand vous étiez petit, ou même dans les rôles inversés, quand on lisait à nos enfants, nos petits-enfants. Ça crée vraiment des liens entre les gens. L'être humain, même avant d'apprendre à écrire, à lire, c'était la forme de communication. Ça nous fait du bien, ça aide aussi dans notre compréhension du monde, de nous-mêmes et de l'autre. Alors, la dernière chose que je veux vous dire, c'est que peut-être parmi vous, il y a des gens qui songent à marcher sur un chemin de Compostelle pour la première fois, ou peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent partir une 2e, 10e, 20e fois. Oui, il y a des gens dans notre association qui ont marché presque 20 fois, c'est incroyable. Mais tout ça, ça commence par un rêve. Mais le rêve en soi, ce n'est pas assez. Il faut nourrir ce rêve pour que ça devienne un projet concret pour que ça passe à la réalité. Alors nous, avec cette activité, aujourd'hui, nous espérons que ça nourrisse vos rêves pour que vous puissiez partir, marcher sur un chemin de Compostelle et de vivre vous-même vos propres moments magiques. Alors, merci à tous d'être là aujourd'hui. Je passe la parole à Diego. Merci, Taline. Je suis auteur-illustrateur sous le nom de Plume de Yayo. Et puis, en fait, ma spécialité, c'est de collectionner des moments magiques, de chasser des moments magiques, de chercher des moments de grâce et à quelque part les traduire en forme d'image. Donc, c'était tout à fait naturel et un plaisir d'illustrer, de résumer en forme d'image, des symboles, les histoires que vous allez entendre dans quelques minutes. Donc, je suis toujours fasciné par les histoires où il y a une partie du mystère. On peut l'expliquer peut-être rationnellement, mais pour moi, c'est la magie qu'il y a derrière ça qui compte. Donc, oui, image et magie vont ensemble. Puis, maintenant, il nous reste à les entendre, ces histoires. Et donc, je cède la parole à Anne et puis place à l'enchantement. Merci beaucoup, Diego. Merci, Taline. Merci à vous tous d'être à l'écoute et d'accueillir ces moments magiques qui vont, je suis sûre, vous toucher très fort, comme nous avons été touchés
à leur lecture. Je vais vous présenter Richard, Michel, Aline, Patrick et Wei. C'est qu'au fond, on va présenter chacun des moments magiques, mais ce que je souhaitais vous livrer, c'est qu'ils ont tous en commun quelque chose. Et ce qu'ils ont en commun, c'est la force de l'expérience vécue. Ils ont en commun aussi le symbole que leur expérience représente. Et ils ont aussi la synchronicité qui défie le hasard. Et je crois qu'en les écoutant chacun, vous allez vous rendre compte que c'est un cri du cœur intense qui appelle la sollicitude, l'amour, l'amitié et aussi l'apaisement. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter Richard. Richard qui a marché avec ses parents décédés et je lui laisse la joie de nous partager son moment. Merci, Anne. Est-ce que les gens m'entendent? Oui. Oui? OK, d'accord. Bien, merci de votre présence. Je crois qu'en ce moment, on a besoin de magie dans nos vies. C'est encore plus indéniable. C'est ça, présentement. Moi, mon profil, j'ai marché Compostelle en 2018, comme je vais vous le lire tantôt. 2018, j'ai fait le Camino del Norte et j'ai terminé à Finistère-Muxia. Et là, j'ai mon billet d'avion pour aller faire encore un grand bout de chemin sur le chemin au mois de mai, le 8 mai, je pars en avion. Je vais faire le Camino portugais, une partie je vais terminer le Camino del Norte, puis je vais aller faire le Primitivo. Donc, j'ai très, très, très hâte. Pour les gens qui l'ont fait, je pense qu'ils peuvent comprendre un peu mon enthousiasme. Alors, voilà mon récit. Voici les récits de mon moment magique. Il y en a eu d'autres, bien sûr, sur mon chemin, mais celui-ci était puissant émotivement. À son évocation, il l'est encore 3 ans plus tard. Très heureux de partager ce moment avec vous. Donc, à ma retraite en 2018, j'ai entrepris de faire un chemin de Compostelle, histoire de marquer la transition entre le travail et la liberté. Après plusieurs semaines de recherche et de réflexion, je choisis le Camino del Norte et, comme je le disais tantôt, je terminerai mon parcours par celui de Finistère-Muxia. Alors donc, je suis parti au petit matin, je partais très tôt le matin. Souvent, je partais un des premiers, autour de 7h moins quart, 7h. Donc, le matin du 8 septembre, j'avais décidé que je marcherais avec mes parents décédés à côté de moi tout au long du chemin. Mon père est décédé en 2002, ma mère l'année précédente, le départ de mon chemin, donc en 2017, parce que je suis parti en 2018. Alors, chaque matin, au moment de partir, je demandais à mes parents décédés s'ils étaient prêts pour une autre étape. Et on partait. Un sur un côté, l'autre sur l'autre côté. À tous les matins, je faisais ça. 1 à 2 journées avant ce moment magique, je leur avais demandé de m'envoyer un signe qui m'indiquerait s'il était bien présent, avec l'envie d'y croire. La 16e journée de marche, entre Deva et Guyane, pour ceux qui connaissent le Del Norte au nord de l'Espagne. Alors que je m'apprêtais à traverser un petit pont, une plume tombe devant moi. Tout doucement, assurément, sans aucun mouvement. Ce qui, vous en conviendrez, est assez exceptionnel quand on sait que la moindre parcelle de vent fait bouger une plume. Et elle vient se déposer à 3 pieds devant moi. Alors, je regarde en l'air, puis je ne suis pas dans une forêt, c'est un endroit qui est assez dégagé. Je regarde pour voir s'il y a un oiseau. Aucun oiseau. Je ne vois pas d'oiseau à l'horizon. Alors, à ce moment-là, je suis pris d'une très grande émotion qui m'a habité pendant au moins 20 minutes. J'étais submergé au point où je devais, quand j'ai repris mon chemin,
je devais m'arrêter puis m'appuyer sur mes bâtons tellement que la charge émotive était forte. Alors là, évidemment, comme plusieurs d'entre nous, je me suis dit comment expliquer ce qui vient de m'arriver. Alors, mes réflexions passaient de l'explication rationnelle. Alors, je suis assez analytique dans ma vie, bien que je suis quelqu'un de très sensible. Alors, ça passait de l'explication rationnelle. Un oiseau est passé, je ne l'ai pas vu. La vie après la mort n'existe pas. À l'explication un peu plus spirituelle, qui est distincte des réalités du monde et de la vie pratique, qu'on n'arrive pas toujours à s'expliquer. Alors, j'ai décidé d'y croire. Mes parents étaient bel et bien avec moi tout au long de ce voyage et encore aujourd'hui. Merci de votre écoute. C'est nous qui t'en remercions, Richard. C'est vraiment un magnifique moment que tu nous décris. Et une question que je me posais aujourd'hui, est-ce que j'imagine que tu ne vois plus les plumes de la même façon? Et surtout, est-ce que, à la vue d'une plume aujourd'hui, est-ce que ça ravive ça, ce moment que tu viens de nous décrire? Est-ce que tu revois tes parents dans ce moment du chemin? Ou bien c'est l'affaire de ce moment qui ne te porte, enfin, qui était l'affaire de ce moment-là, mais plus aujourd'hui? Au fond, est-ce qu'il y a une continuité dans l'image de la plume et qui porte tes parents, le souvenir de tes parents? En fait, c'est à partir de ce moment-là, j'en vois pas tant que ça des plumes, pour être honnête. Il faut dire que l'hiver, il en tombe moins, hein, mais ici au Québec. Mais ce qui est resté, c'est les discussions que j'ai avec mes parents. Ah, c'est ça. Assez régulièrement, je leur parle. Dans toutes sortes de moments. Excusez-moi. C'est vraiment, vraiment magnifique. Oui, donc c'est ça qui m'est resté. Puis c'était à ce moment-là où j'ai demandé qu'il y ait un signe qui apparaisse, qui est un peu étonnant parce qu'une journée, 2 jours après, c'est ce qui est arrivé à un moment où il faisait beau. Et quand on sait qu'une plume, ça ne bouge pas beaucoup, puis que cette plume-là descend tranquillement devant moi, puis qu'elle vient se déposer, c'est assez étonnant comme expérience. Et plus tard, aussi dans le chemin, quelques jours plus tard, quand je marchais le matin, il est apparu, en fait, il y avait un soleil qui traversait les rayons de soleil, passant à travers les arbres. Et là, il y avait une brume au loin dans les champs. J'avais l'impression que le ciel puis la terre ne faisaient plus qu'un et que là, j'étais encore avec mes parents qui s'étaient rapprochés de moi. Là. Ben merci, Richard. On te sent ému et je suis sûre que tu sens notre émotion aussi, tant ton moment était beau. Merci pour ton témoignage. Ça fait plaisir. On va maintenant écouter Michel qui va nous parler de ces synchronicités incontournables. Incontournables parce que vous allez voir, ces synchronicités-là, elles traversent le temps. Pas en une fois, mais en plusieurs années. Et ça va être fascinant d'entendre Michel. La parole est à toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Est-ce que vous me voyez? Oui. OK. Alors, en fait, moi, je suis allé 3 fois sur les chemins de Compostelle en 2003, en 2 mois et demi entre le Puy-en-Velay et Santiago. En 2013, encore en 2 mois et demi à peu près entre Paris et Fisterra, puis une petite vite en 2019, en fait, entre Figeac et Cahors sur la variante du Célé de la Voie du Puy. Dans tous ces 3 chemins-là, en fait, une des choses qui m'a le plus interpellé, c'est justement ce que moi j'appelais mes petits miracles et puis qu'on appelle ici nos moments magiques. Et ça rejoignait l'expression qui est souvent évoquée que quand on s'abandonne au chemin, le chemin nous fournit ce dont on a besoin. Et, ou pour reprendre l'expression anglaise, the Camino provides.
moi, dans mon métier, je suis un chercheur, donc essayer de comprendre le pourquoi des choses, ça me titille toujours. Et je vais vous présenter 2 de ces moments-là, peut-être les plus frappants, pour finalement vous proposer quelques réflexions de ce que j'ai essayé de trouver, moi, comme explication à ça. Alors, en 2003, je pars du Puy-en-Velay. Après quelques jours, 4-5 jours de suite, comme ça arrive assez fréquemment, je rencontre un pèlerin qui s'appelait Bernard et avec lequel je m'entendais assez bien. Et on se revoyait dans les différents refuges à l'occasion de manger ensemble. Et il m'annonce qu'il va devoir arrêter son périple pas longtemps après à Estaing. Ce que vous avez vu sur la photo tout à l'heure, le château d'Estaing. Et lui, pour retourner chez lui à Dax, parce qu'il devait continuer à travailler. Alors, comme ça arrive assez souvent dans ces contextes-là, on se quitte et c'est le quotidien du chemin, rencontre, qui départ, etc. Mais 3 semaines plus tard, je suis à Saint-Jean-Pied-de-Port. Je prends une bière tranquillement dans ma journée de repos entre la partie espagnole et la partie française. Et je regarde passer les gens et qui je ne vois pas arriver? Bernard. Alors, j'avoue que j'ai été un peu surpris parce qu'il n'était pas certain de repartir et qu'il passe au moment où moi, j'étais précisément là. Ça m'a un peu sonné, si on peut dire. Mon Bernard arrête, on prend une bière ensemble, puis il me dit, ben là, moi, je continue parce qu'il faut que je reparte assez vite. Et ça nous a laissé l'occasion de se voir à ce moment-là. En 2013, je choisis de prendre la variante de Chartres de la voie de Tours parce que pour ma famille, à moi, Chartres est une ville importante. Et en particulier pour une de mes sœurs qui avait des problèmes importants à ce moment-là et pour qui, d'une certaine manière, j'avais décidé de marcher un peu. Alors, en arrivant à Chartres, je me rends compte que finalement, sans y avoir vraiment pensé, j'arrive à Chartres exactement le jour de la fête de ma sœur, le 28 juillet. Et je marchais le long de l'Eure, la rivière qui nous fait rentrer dans Chartres sur une piste cyclable. Et mon téléphone sonne et c'était ma sœur. Alors là, je vous avoue que là, ça m'a comme pas mal sidéré. Elle ne savait pas que j'étais en Europe, elle ne savait pas que je marchais pour elle, elle ne savait pas que j'étais à Chartres, etc. Et donc, ça a été un moment vraiment assez marquant. Toujours en 2013, 5 semaines plus tard, j'arrive à Dax, la fameuse ville où mon Bernard de 10 ans auparavant habitait. Mais là, je ne savais pas son nom de famille, je n'avais aucune idée s'il était mort, je n'avais aucune idée s'il habitait toujours Dax, etc. Alors, je passe à travers Dax en pensant à lui. Et un peu plus tard, le lendemain, en fait, j'arrive à Sort de l'Abbaye, qui était mon lieu d'étape de ce soir-là, un tout petit village le long du gave de l'Oloron. Et le restaurant en face du refuge me dit, ben là, c'est un refuge qui est tenu par l'Association des pèlerins de Dax. La personne va arriver vers à peu près 5 heures. Et à 5 heures, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, l'hospitalier arrive. Il me dit, ben monsieur, vous êtes le seul qui est ici ce soir. Alors, on peut peut-être se faire à manger ensemble et discuter. Et après 4 à 5 minutes, en fait, on se rend compte que il dit quoi? Est-ce que tu es Michel? Et moi, je disais, est-ce que tu es Bernard? Et effectivement, c'était 10 ans plus tard, une rencontre complètement inattendue. Incroyable. Ce qui était plus étonnant, c'est qu'on ne s'était pas reconnus. Parce que probablement, lui, en tout cas, avait relativement engraissé. Il y avait une grosse barbe qui n'avait pas 10 ans avant, des grosses lunettes. Donc, moi, je n'avais vraiment pas reconnu. Et effectivement, autant ça avait résonné en 2003, autant 10 ans plus tard, c'était vraiment plus que magique. Là. Alors, quand j'essaie de me comprendre qu'est-ce qui se passe avec ma tête de chercheur, ça m'est arrivé trop souvent sur les chemins de Compostelle. Moi, j'ai calculé plusieurs dizaines de fois là, dans le nombre de chemins que j'ai faits pour que ce soit juste des coïncidences. À un moment donné, ça vient trop pour dire, bon, ben là, l'explication des coïncidences m'apparaissait trop facile. Ma mère, qui était une grande croyante, pour elle, c'était, c'est la providence. Elle ne se posait pas de questions. C'est dans son univers à elle, ce genre de choses-là arrivait tout le temps. Mais l'explication que j'ai fini par me donner est en 2 temps. Dans le fond, on arrive à un certain état d'esprit quand on marche dans la durée, en particulier sur les chemins de Compostelle, où si
laisse aller un peu, puis des fois, on n'a plus le choix là, parce qu'on est fatigué, la camaraderie, etc. Le contexte du chemin nous met dans un état d'esprit très différent. Et cet état d'esprit-là que Jean-Christophe Ruffin décrivait par l'alchimie du temps sur l'âme, j'aime vraiment sa manière de formuler ça, nous incite à entrer en rapport avec les gens de façon très différente, de manière, je dirais, en créant de ce que j'ai appelé des spirales vertueuses. D'habitude, dans nos vies quotidiennes, on peut être bougon quand on rencontre les gens ou on peut être indifférent, etc. Quand on est sur ces chemins-là, on est dans un mode qui est complètement différent, qui fait qu'on est peut-être plus bienveillant, plus attentif aux autres et ça génère d'une certaine façon ces spirales vertueuses-là plutôt que les cercles vicieux dans lesquels on tombe. Mais ça n'explique pas non plus des choses qui vont au-delà des relations ou qui se passent à des 10 ans d'intervalle. Alors, pour moi, l'autre mode explicatif, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est un peu comme Hubert Reeves. Je crois que nous sommes des poussières d'étoiles quelque part, que notre rapport à l'univers se passe de manière encore largement inexpliquée à travers des flux de matière et d'énergie, et que quand on est dans ces dispositions-là, on se connecte d'une certaine façon sur ces flux d'énergie-là qui font se passer toutes sortes de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer, mais qui se passent vraiment. C'est bizarre, puis je termine là-dessus, Anne. Non, c'est bien, intéressant. C'est quand on revient, au retour, comment ça se fait que chez nous, quand on revient, ça ne se passe pas, ces choses-là, où ça se passe très peu. C'est parce qu'effectivement, c'est très difficile de se mettre dans le même état d'esprit que celui quand on marche dans la durée. Et moi, quand j'ai marché une semaine, j'ai l'impression qu'il y a une durée avant que ça commence à s'installer. Moi, quand j'ai marché une semaine, il y a eu un petit moment de cette nature-là, mais rien comme quand on est installé pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois à marcher. Et je pense donc que sur d'autres parcours de longue durée qui ne seraient pas les chemins de Compostelle, on pourrait probablement avoir le même genre d'expérience. Et même quand on ne marche pas, et je termine là-dessus, je vous parlais de ma mère tout à l'heure. Ma mère, elle, sa vie avec la providence, le latin, c'est providere, donc c'est fournir ce dont tu as besoin. Ma mère, elle était comme ça tout le temps. Le bon Dieu va m'organiser ça, aucun problème. Je m'en vais au centre d'achat, j'ai besoin d'une place de stationnement à face de tel magasin. Elle arrivait, la place était là. C'était dans son quotidien et de manière complètement étonnante. Donc, je pense que cet état d'esprit-là peut provenir de différents endroits et je serais curieux d'en discuter avec vous tout à l'heure. Mais ce qui serait intéressant aussi, Michel, c'est de se dire que, évidemment, on ne peut pas se recréer un chemin de longue durée au quotidien, mais peut-être dans notre quotidien, se faire des petits chemins qui nous prédisposeraient à l'ouverture dont tu parles, à la disponibilité dont tu parles. Mais bon, ça, c'est un autre programme. En tout cas, merci infiniment, Michel, pour ton témoignage et ce qu'elle ouvre en réflexion intéressante. Je vais passer la parole maintenant à Aline, qui va nous parler d'un rafraîchissement qui arrive de nulle part et surtout au bon moment. À toi, Aline. Merci beaucoup, Anne. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait tellement plaisir de raconter un des moments magiques que Michel et moi avons vécu en 2013 sur la Via de la Plata. Alors, Michel et moi, on est des adeptes du chemin de Compostelle depuis 2007. À date, on a remis le sac à dos à 11 reprises pour reprendre ce chemin, les divers chemins finalement. Et on a vécu plusieurs moments magiques. Alors, celui dont je vous raconte s'est passé justement sur la Via de la Plata en 2013, à la fin de l'été. Alors, la Via de la Plata, c'est une très ancienne voie de communication romaine qui traverse l'Espagne du sud au nord, donc de Séville à Astorga. Nous, on arrive à Séville le 22 août 2013. Alors, tout de suite, on a été séduits par cette ville millénaire qui regorge d'histoire. Il y a des jardins fabuleux, des palais, des monuments magnifiques. Séville est en Andalousie, qui est la région la plus chaude de l'Espagne. À la fin de l'été, à Séville, la température peut atteindre de 30, 40 degrés et parfois même jusqu'à 50.
Par contre, quand on se promène dans les rues de Séville, ben, on peut se rafraîchir un petit peu parce que curieusement, les commerçants dont la boutique est à l'air climatisé laissent leur porte ouverte, ce qui fait qu'en arrêtant devant, on peut se rafraîchir un peu. Et aussi, les terrasses de bars et de restaurants diffusent une brume fraîche. Par contre, quand on était à Séville, trop occupé par notre visite, eh ben, on n'a pas pensé que sur la Via de la Plata, il n'existerait pas de tel moyen de se rafraîchir. On part pour notre première étape sur le chemin de la Via de la Plata. C'est le 24 août à 9 h du matin. Alors, notre étape, c'est 22,6 km et ça va nous mener jusqu'à Guyena. Mais comme on va le réaliser par la suite, 9 h du matin, c'est très tard pour entamer le chemin sur la Via de la Plata. Dès la sortie de la ville, il fait déjà très chaud. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. Le soleil brille de tous ses feux. Alors, on comprend un peu l'environnement dans lequel va se dérouler cette première étape. Partout, ce ne sont que de grands champs brûlés. Ils sont déjà moissonnés. Alors, la couleur, c'est jaune. Le ciel est d'un bleu intense. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. Donc, il faut marcher. On ne peut pas s'asseoir sur le bord du chemin pour se reposer parce qu'il est bordé d'herbes qui sont très dures, sèches, coupantes. Alors, pour la première partie du trajet, ben, on n'en souffre pas trop jusqu'à Italica, où on parvient à peu près 2 heures après le début de la marche. Donc, c'est un site archéologique, un site historique qui a été fondé, la ville d'Italica a été fondée en 2006 avant Jésus-Christ par Scipion l'Africain. Donc, la visite est gratuite pour les pèlerins. On dépose nos sacs à dos à la guérite et puis on y passe à peu près 1 heure. Quand on sort de là, il est à peu près 12h30 et là, le soleil est à son zénith. Il fait chaud, il fait très chaud. D'ailleurs, je suis allée dernièrement voir sur un site espagnol quelle était la température à ce moment-là. À Séville, eh bien, c'était 38 degrés. Heureusement que je ne savais pas ça à ce moment-là parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Et à mesure qu'on marche, mais là, je commence à sentir des malaises malgré mon chapeau, ma chemise à manches longues, malgré la crème solaire. Je sens que ma peau est en train de frire comme du bacon dans la poêle. Et je commence à sentir, j'ai des nausées. Finalement, comme on dit au Québec, je ne file pas du tout. Bon, ben, il faut continuer à marcher, je n'ai pas le choix. Alors, 5 à 6 kilomètres plus loin, vers 14 h, on atteint un petit ruisseau qui s'appelle l'Arroyo de las Molinas. Petit ruisseau près duquel poussent des arbrisseaux qui donnent un petit peu d'ombre. Alors là, je trouve un endroit suffisamment grand pour m'étendre. Donc, je reste couchée pendant à peu près 1 heure jusqu'à temps que les symptômes s'atténuent. Bon, là, on repart. Il est déjà 3 heures et quelque chose. Et depuis, une couple de kilomètres, eh bien, on n'a plus d'eau. Nos réserves d'eau sont épuisées. Moi, je suis complètement déshydratée, assoiffée. J'ai plus d'énergie. Je suis un peu découragée. 3 kilomètres plus loin, on aperçoit un haut mur qui entoure une propriété. Alors, on va s'y coller parce qu'il y a un petit peu d'ombre. Le mur fait un petit peu d'ombre. Pas longtemps après, une camionnette arrive qui s'enfile sur le chemin là, qui entre dans la propriété en arrière du mur. Pendant ce temps-là, ben, Michel et moi, on se dit, hey, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis plus capable. Il faut trouver un taxi, un numéro de téléphone, quelque chose. Et on entend après ça la camionnette qui revient. Alors là, on se dit, bon, ben, c'est un livreur qui est allé porter quelque chose et qui revient. Mais à notre très grande surprise, la camionnette s'arrête devant nous, le conducteur en sort et nous tend à chacun une grande bouteille d'eau glacée.
Alors là, on a à peine le temps de lui dire merci dans notre ébahissement, qu'il est déjà remonté dans sa camionnette et il est parti. Alors, sur le moment, on n'a pas trop réfléchi. On était trop contents d'avoir cette eau providentielle. Et puis, on espérait avec ça pouvoir arriver à Guyana sans trop d'encombre. Alors, c'est ce qui est arrivé. Mais plus tard, on a beaucoup repensé à ce moment magique qui était complètement synchronisé avec notre besoin intense de boire de l'eau. Alors, on se demande encore comment on se serait sorti du pétrin sans cet homme providentiel qu'on a depuis appelé l'ange de la Via de la Plata. Alors, on est toujours frappé, encore maintenant, par l'attention qu'il nous a portée. Comment est-ce qu'il a pu voir que notre problème, c'était le manque d'eau? Il aurait bien pu passer son chemin sans se soucier de nous. Visiblement, il n'attendait pas de merci non plus, puisqu'il est parti tellement vite. Alors, cette première journée de la Via de la Plata m'a fait vivre un coup de chaleur, et sans cet apport d'eau, qu'est-ce qui serait arrivé? Alors, on a appris une bonne leçon pour le reste du trajet. Premièrement, quand on marche dans le sud de l'Espagne, il faut partir très tôt le matin, parfois même, ce qu'on a fait, avant le lever du soleil, pour éviter la trop grande chaleur de l'après-midi. Du côté matériel, ça c'est du côté matériel, mais il faut aussi impérativement avoir beaucoup d'eau, grande réserve d'eau. Pour le côté spirituel, il faut faire confiance en la providence, dont parlait Michel tantôt, et à laquelle je crois, qui envoie du secours quand il le faut, par l'intermédiaire de personnes, de bonnes personnes qui se soucient des autres, qui sont attentives et qui apportent de l'aide sans rien demander en retour. On ne remerciera jamais cet ange de la Via de la Plata et la Providence qui nous l'a envoyé. Voilà, c'est le récit de mon moment magique synchronisé qui nous a laissé des traces indélébiles dans nos vies, à Michel et moi. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je veux dire un merci tout spécial à Guy, Taline, Diego et Denis de m'avoir offert l'occasion de vous le raconter. Voilà. Merci à toi, Aline. Merci. C'est nous qui te remercions de nous donner ce beau témoignage. J'imagine que l'eau ne t'a jamais semblé aussi bonne qu'à ce moment-là, hein, le bon goût de l'eau. Et j'imagine aussi que vos gourdes et vos bouteilles sont maintenant remplies à chaque fois que vous prenez la route. Absolument. C'est une bonne leçon qu'on a apprise. C'est vrai, hein? Puis c'est une bonne leçon à nous aussi quand on prépare les journées de préparation pour les pèlerins. On va se rappeler de votre expérience pour leur rappeler l'importance d'être bien hydraté et d'avoir des réserves d'eau en tout temps. Merci en tout cas à Aline. Ça fait plaisir. Je vais maintenant passer la parole à Patrick qui, figurez-vous, nous parle de France. Patrick, il vit en France et par la magie de la technologie, on va pouvoir entendre et écouter son témoignage qui nous relate sa belle histoire d'amour. À toi, Patrick. Bienvenue, bonjour à tous. Voilà, deux photos qui commencent à mettre la pression. Là. Ah là là. Bien, je commence. Donc, Patrick, je vis dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Mauroul, qui est constitué de 40 habitants. Ça fait une dizaine d'années que j'habite dans ce village, dans une maison que je possède depuis une cinquantaine d'années. Sinon, j'ai passé toute ma vie professionnelle à Toulouse. Toulouse, où justement, c'est là que je suis parti pour mon premier chemin en 2008 avec mon épouse en direction de Santiago, qu'on a atteint une quarantaine de jours plus tard. Merveilleux voyage, magnifique, plein de souvenirs et qui augurait d'un bon début de retraite. En 2009, on s'est dit on va finir la boucle du chemin de la Voie du Sud, c'est-à-dire on a fait Arles-Toulouse en une quinzaine de jours. On marchait assez rapidement à ce moment-là. Et en 2010, on continue, on avait projeté donc de faire Genève Santiago par le Norte, par la voie du Nord. Mais le sort en a décidé autrement. Le dimanche 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, mon épouse s'est retrouvée à l'hôpital et 135 jours plus tard, elle avait rejoint les étoiles. Alors bon, en 2011,
à la même date, début septembre, le 4 septembre, je suis reparti sur le chemin en une sorte de pèlerinage hommage, avec dans mon sac un caillou qui venait du village où j'habite maintenant. Et à l'intérieur du caillou, j'avais mis des cendres de mon épouse. Et ce caillou, bien sûr, pour ceux qui connaissent, je l'ai déposé à la Croix de Fer, c'est-à-dire le col le plus haut en direction de Santiago sur le Camino Frances. Et puis, j'ai continué mon chemin. Je suis arrivé à Santiago juste pour la messe des pèlerins. Et à la sortie, j'ai continué mon chemin en direction du Fisterra, où je suis arrivé 3 jours plus tard. Et là aussi, je suis descendu à l'océan et j'ai déposé un peu de cendre pour qu'elle parte dans l'océan. Et puis, j'ai dit, maintenant, je fais le retour, à pied, bien sûr. Et le retour, ce sera, je vais réfléchir à ce que je fais de ma vie à venir. Est-ce que je continue à marcher, comme j'ai pu croiser quelques pèlerins qui marchaient depuis plusieurs années? Est-ce que je vais me pendre? C'est aussi une option. Ou est-ce que je rentre? Bien, c'est la 3e option qui l'a emporté. Et je suis rentré le 28 octobre 2011, donc, à Toulouse. Et le soir même, j'arrivais dans cette maison où je suis maintenant. Et pendant le chemin retour, je m'étais dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc, voilà, au bout de nombreux kilomètres, je marchais, je faisais 50 km par jour. Je marchais, c'était ma thérapie, quoi. Voilà, il fallait marcher et puis après, je dormais. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie? Plan A, je continue ma vie tout seul, parce que je souhaitais être tout seul, malgré les quelques candidatures spontanées qui se présentaient, et au service de la population, moins de paysans, si on veut. Et le petit village où je suis allait très bien avec ce plan-là. Et donc, au moment où je rentre dans cette maison, pour moi, c'était symboliquement le départ d'une nouvelle vie contrainte, mais voilà, on y va. Un coup de pied aux fesses et puis je reprends. Et je rentre dans la maison et un courrier m'attendait. J'ouvre ce petit courrier, c'est une carte recto verso, marqué « Bonjour Patrick, bien voilà, le 9 août dernier, donc 2011, j'étais sur le chemin d'un refuge dans les Pyrénées et un couple s'est mis de côté pour nous laisser passer avec mon mari. Je me suis retourné, je pensais que c'était toi, mais voilà, je n'ai pas osé en parler. Et voilà, 3 semaines plus tard, je voudrais en avoir le cœur net. Et est-ce bien toi que j'ai croisé ce jour-là, le 9 août dernier, sur ce chemin? C'était pas moi. C'était pas moi. Mais bon, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et c'était signé de Maryse. Alors, ce moment, Maryse, qui est Maryse? En retournant la carte, j'ai remarqué Grenoble le 1er septembre. C'est Maryse, grand Dieu. Maryse, c'est une personne que j'avais rencontrée 40 ans plus tôt, quasiment, 38 ans plus tôt en Allemagne, où nous travaillions tous les deux. Moi, je terminais un stage d'1 an en Allemagne et elle arrivait pour ce même type de stage franco-allemand, donc en Allemagne. Et on s'est croisés pendant 6 semaines environ, où on sentait, on discutait, on était bien ensemble, on vibrait à la même fréquence, vraiment, on était... mais voilà, le seul hic, c'est que moi, je me mariais quelques semaines plus tard. Et je ne me voyais pas remettant en cause ce contrat-là. Donc, nous nous sommes quittés à la fin de l'année 2013. On est resté en relation épistolaire pendant une dizaine d'années et puis ça s'est arrêté là. Donc, ça faisait 28 ans que je n'avais pas de nouvelles de Maryse. Et tout à coup, il réapparaît pile au moment où moi, je redémarre. Une fois, je l'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a fallu 3 jours. Il m'a fallu 3 jours pour comprendre, qu'on me montrait un chemin, qu'il y avait du monde qui travaillait en coulisses pour moi, et qu'on me montrait une direction à prendre. On était en train de me dire, va par là. Aie confiance, n'aie pas peur, va par là, et tout ira bien. Donc, j'y ai répondu. J'ai répondu à ce courrier en lui disant, ben non, c'est pas moi. Merci de l'élégance avec laquelle tu me souhaites mes 60 ans, parce que le 9 août, c'était le jour de mes 60 ans. Et des amis m'avaient emmené faire un trek en Bolivie pour pas que je sois tout seul à ces moments-là. Donc, c'était pas moi. Et je lui dis, voilà, mon épouse est décédée il y a quelques mois et je tente de faire surface.
Et j'ai laissé un numéro de téléphone. Et quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. Maryse m'a appelé, on s'est parlé pendant 1 heure, comme si on s'était parlé un mois plus tôt. C'était calme, c'était fluide, et on était toujours sur la même fréquence. Et puis 2-3 mois plus tard, on s'est rencontrés. Et puis, depuis 2014, Maryse vit avec moi. Formidable. Voilà. Waouh. Donc, je dis, il n'y a pas de hasard. Et la vie est cruelle, mais la vie est belle. Voilà. Tu vois, tu as composé avec les deux univers, Patrick. Hein? Oui. Tu as composé oui, avec le oui. meilleur et le pire et le meilleur. Les deux se sont conjugués. C'est magnifique. Oui, oui. Comme quoi, j'avais une idée en tête, mais il a vite fallu la réviser. Enfin, il a vite fallu la réviser. Je ne savais pas du tout. On va par là. Partir dans ces directions sans absolument préjuger de rien. Quoi. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer. Mais c'est par là qu'il fallait partir. Voilà. Et souligner au passage la force de Maryse aussi, qui a persisté, qui a lancé la bouteille à la mer. C'est magnifique aussi. Oui. Bravo, Maryse. C'est impressionnant. Oui, merci beaucoup. C'est elle qui a fait le plus grand chemin. Vous l'avez fait ensemble, mais c'est beau de l'évoquer. Et juste pour finir, pour dire que le chemin a été aussi présent avec nous, je suis parti de Genève finalement quand même, en 2012 cette fois, tout seul, pendant 6 jours. Et puis 6 jours après, Maryse est venue me rejoindre et on a marché jusqu'au Puy-en-Velay ensemble. Et c'est à l'issue de ces 6 jours-là qu'elle a décidé de faire tout ce chemin. Elle est partie pendant 1 an et demi vivre dans la maison de ses parents qui n'étaient plus là. Voilà, et c'est en 2014 vraiment qu'elle est venue ici pour vivre avec moi. Elle est toujours là. Et je pense que nous apportons beaucoup de bonheur aussi autour de nous. On essaye de rendre la vie ce qu'elle nous a apporté. Fantastique. On la salue, Maryse. Et salut à toi, Patrick. Merci pour ce beau témoignage. On va terminer avec Oué qui va nous inviter à la nostalgie, à la grâce d'antan. Oué, parle-nous de ce moment magique. Bonjour tout le monde. Bonjour, Oué. Alors, cette fois-ci, c'était très touchant, très émouvant. À mon tour de raconter mon histoire sur la synchronicité. Enfin, j'insiste beaucoup sur le mot synchronicité parce que c'est vraiment ce que moi j'ai vécu. En tout cas, alors, on commence. Il était une fois, en l'an 2019, dans la ville de Léon, située sur le chemin français au nord de l'Espagne. Après des semaines de marche, arriva enfin mon jour de repos. Je déambulais, le nez en l'air, les mains dans les poches, dans les dédales du vieux quartier, en compagnie de Margaret, une Suédoise, souvent croisée et entrecroisée sur le chemin. Nous étions à la recherche d'un restaurant dans une des venelles et nous nous laissâmes guider, puis tenter par les effluves des aubergines grillées. Des aubergines marinara à la place des éternelles paellas. En dégustant ce plat, soudainement, j'ai reconnu l'air d'une vieille chanson dans la musique d'ambiance. Surprise, je fis signe à Margaret d'arrêter de parler. En une fraction de seconde, je fus catapultée à plus de 40 ans en arrière. Je me suis revue en flashback et en un laps de temps, j'ai revécu en accéléré ma 25e heure. Un cauchemar en kaléidoscope. Debout sur le quai à Saigon, mes parents, mes sœurs, ma grand-mère et moi, nous baluchons sur l'épaule. Nous attendions désespérément qu'un miracle se produise. Parce que le bateau qui devrait nous prendre pour nous sortir de cet enfer n'était pas au rendez-vous. En fait, il était parti sans nous.
Tout autour, c'était le chaos. Le ciel strié de roquettes et transpercé de balles était étrangement lumineux cette nuit-là. Il projetait ici-bas un éclairage blafard. Je pouvais distinguer nettement le visage livide de ma mère. Assise en califourchon, serrant bien fort son sac en toile, son trésor, elle sanglotait doucement et entre deux hoquets, elle répétait comme un mantra. « Je ne veux pas mourir, je veux partir d'ici, je veux revoir mon fils. » Puis, au milieu des lamentations, parmi les bruits et la fureur, à travers la fumée, s'échappa d'une radio-transistor cette voix envoûtante comme une plainte d'une infinie tristesse. Je fus plongée alors dans un désespoir innommable. Transi de peur, secouée de spasmes, ne sachant plus comment retenir mes larmes, je les laissais couler, librement, abondamment. Bien des années plus tard, à milieu de ce quai perforé d'obus, à l'autre bout du monde, dans un décor feutré de restaurant, j'ai réentendu cette magnifique chanson, au demeurant toujours mélancolique. Cette fois-ci, je n'ai pas pleuré. J'avais seulement la gorge nouée et j'ai senti un léger frisson me parcourir l'échine. Et j'ai réalisé encore une fois que je suis privilégiée d'être en vie, bien vivante et libre. À la dernière note, c'était plus fort que moi. J'ai murmuré « Merci la vie ». Plus tard, au moment de l'addition, j'ai demandé au proprio si c'était lui qui avait sélectionné le pot-pourri musical. Il m'a répondu en souriant que c'était son ordinateur qui a choisi à l'aveugle la musique d'ambiance. Et par le plus heureux des hasards, cette chanson s'est glissée entre les succès populaires du jour. Depuis que j'ai quitté le Vietnam, je n'ai jamais su ni cherché à découvrir quelle était cette mélodie qui jouait en arrière de cette nuée de poussière et de gravelle. Finalement, cet après-midi-là, dans un restaurant bien ordinaire dont j'ignorais même le nom, cette chanson s'est révélée. Elle s'est mise au premier plan. Ce fut pour moi une révélation. Est-ce un hasard? Le plus heureux des hasards? Je me le demande encore. Peu importe la réponse, c'était tout simplement inouï, une découverte extraordinaire. Un morceau de casse-tête enfin résolu sur cet arrêt sur image. Cette chanson, interprétée par Han Lee, s'intitule Diem Sua, qui signifie beauté au charme dans le temps. Elle raconte l'histoire d'un type qui, par un soir d'automne pluvieux, songe à son amour passé. En écoutant la pluie tomber sur la ville, il se mit à rêver, à espérer d'entendre les pas de son ancienne flamme retentir sur le pavé menant chez lui. Voilà. C'est très beau. C'était mon histoire. Dis-moi, oui, est-ce que tu as eu l'occasion de la réécouter, cette chanson-là, aujourd'hui, en 2000, dans les années maintenant, ou est-ce que... Oui, en fait, je l'ai écoutée, je me rappelle toujours, la première fois que je suis retournée au Vietnam, donc j'ai mis une cassette, à l'époque on appelait ça une cassette, et puis avec toutes les chansons les chansons interprétées par Han Lee, et puis c'était très émouvant, mais je n'ai pas encore reconnu que c'était celle-là qui jouait. C'est ça, on va l'entendre, je pense. L'une après l'autre, et puis c'était ça. Et c'est seulement sur le chemin que ça a déclenché. C'est ça. Tu la partages avec nous maintenant?
Oui, je peux la partager, moi. Oui, Puis, c'est beau. quelques mesures, bien évidemment, on n'entendra pas toute la chanson, mais simplement Non, non, ça va. Merci, Denis. pour communier avec ce que Oui, c'est Denis a ça. partagé. On En communie. temps. Bravo. Ça s'en vient, je pense. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy đôi mắt xanh sâu, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm là chờ đồn xanh buốt cho mình xót xa. Oui, c'est beau. Ouais, ouais. Merci, oui, de partager. Quelle force cette musique, c'est tellement beau. Oui, merci. Bien, c'est le moment de vous remercier tous les 5 d'avoir partagé avec tant d'ouverture et de générosité vos moments magiques, vos moments précieux, vos moments intimes, dont seul le chemin a le secret. Merci vraiment infiniment à vous 5. Simplement, dans le fond, pour nous garder un petit peu dans le prolongement de l'ambiance qui a été créée par nos présentateurs, je vous invite, dans le fond, c'est ça, à vous laisser porter tout simplement en vous rappelant les moments magiques que vous-même vous pouvez avoir vécu. Un instant. Il y a sûrement quelque chose, une lumière quelque part. Il y a sûrement autre chose que des routes de hasard. Si on défait toute mémoire, si rien ne se métamorphose, y a pas d'avenir à l'histoire. L'oubli est une porte close. Et dans le temps qui nous dépasse, tant de nos rêves se sclérosent, et de l'illusion qu'on pourchasse ne reste qu'un écho morose. Des soleils bercent mes hivers, bleuissent à force de grand froid. Il est un printemps que j'espère, et je ne sais pas s'il viendra. J'aurais marché cette existence, cherchant au long de mon parcours tous ces beaux instants de silence qui avivent l'envers des jours. Dans le temps qui nous rend fugaces, tous nos chemins se font si courts, de carrefours en impasse où l'on croyait trouver l'amour. Mais jamais amour ne grandit s'il nous entraîne à rebours, s'il ne déchire point la nuit, s'il est fait de trop de détours, et le reflet de nos miroirs aux profondeurs abolies ne saurait donner un regard aux ombres des enfances enfuies. Et dans le temps qui nous efface, à quoi servent tous nos décors, puisqu'il faut jeter bas les masques pour enfin prendre notre essor. Il y a sûrement quelque chose, une lumière quelque part. Il y a sûrement autre chose que des routes de hasard.